Mesdames, Messieurs, bonjour. Des applaudissements des gens qui sont nos invités dans cette émission. C'est un groupe de Savigny qui s'intitule La Vie en Rose. Ils m'ont expliqué qu'à partir de 65 ans, c'était en tout cas pour eux un peu de la vie en rose. On est heureux de les avoir sur ce plateau. Et puis surtout, on est heureux de retrouver Béatrice Schneier avec nous parce que il faut dire que les téléspectateurs ont réagi déjà hier à la rencontre de cet homme, je le rappelle, qui est extrêmement connu en Suisse alémanique, un petit peu moins en Suisse romande, mais à la fin de la semaine, ça ne sera plus le cas, j'en suis complètement sûr. Un homme qui a 3 passions, la passion des enfants, la passion... présentez-nous, tiens, voilà. Présentez-nous la personne qui est à côté de vous, là. C'est ma femme, le violoncelle, qui m'accompagne presque toujours. Oui. Depuis quel âge le violoncelle vous accompagne? Depuis l'âge de 9 ans, oui. Oui. Pas pratique de venir du Cambodge avec un violoncelle dans l'avion. Mais quand même, c'est possible. Oui. Tout est possible. Pour expliquer que Béatrice Schneier joue du violoncelle, vous le savez, chante, va donner un concert ce soir, on y reviendra, mais surtout qu'il est à l'origine d'un extraordinaire projet. Peut-être, Alex, en 2 mots, rappeler quel est ce projet extraordinaire, pas un projet, réalisation extraordinaire au Cambodge. C'est relativement simple, j'allais dire, c'est un hôpital, mais en fait ce sont 2 hôpitaux, ce sera bientôt 3 hôpitaux, des hôpitaux pédiatriques, donc réservés aux enfants au Cambodge, entièrement gratuits pour les enfants, et d'ailleurs sans ça il n'y aurait pas de soins pour eux, personne n'a actuellement les moyens au Cambodge de recevoir des soins autrement que comme ça, et tout ça c'est vous à travers un travail de longue haleine, une passion qui est née avant les Khmers rouges, qui est née avant la guerre au Cambodge, et qui est renée plus forte encore à l'issue de cette guerre. Voilà maintenant près de 7 ans que vous êtes sur le terrain, et en 7 ans, vous avez fait des miracles. Oui, ce qu'on peut préciser peut-être juste un chiffre parce qu'il est assez frappant. Aujourd'hui, par exemple, dans vos hôpitaux, combien de consultations ont lieu en une seule journée? Aujourd'hui, je peux dire ce sont 1740 consultations déjà. C'était à 4 heures, ça veut dire il y a 2 heures. Vous avez gardé l'heure cambodgienne? Oui, c'est 6 heures maintenant. Oui, on a aujourd'hui 1740 consultations et l'hôpital est plein. Ça veut dire 520 enfants sont hospitalisés aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que Béatrice Schneier est l'ambassadeur des enfants malades du Cambodge depuis plusieurs années. Hein. Ça fait longtemps qu'il se bat pour ça. Et lui, son arme, c'est... justement sa compagne, c'est le violoncelle notamment. Il a été à la télévision suisse alémanique quelqu'un qu'on a beaucoup vu, quelqu'un qui a frappé parce que justement, lors d'un premier voyage, il avait été sensibilisé vers les années 75 par ce problème. Ensuite, après les Khmers rouges, il est l'auteur et le responsable de la construction de ces hôpitaux dont on vient vous parler. Mais regardez les images de l'époque. Beato Celino, Beato Celestino, Celestinestino, Celino, Beato Celestin. Ich verzähl Geschichte im Celino, der Celino, dann im Beato Celestino und dann Beato Celino, Beato Celestino, Celestinestino, Celino, Beato Celestin. Ich verzähl eine Geschichte dem Celino, der Celino, dann dem Beato Celestino und dann. Das Krankenauto ist gekommen. Und dann ist der Helikopter vom Kinderspital gekommen. Und in einer schönen Mondnacht sind alle 4 zusammen heimspaziert.
Bedeng, deux enfants de Phnom Penh. Ils souffrent de faim, ils souffrent de faim. Voilà. Béatrice Schner, il y a le violoncelle, il y a le dessin, on a vu tout à l'heure. Ce violoncelle, il vous est apparemment très utile pour apprivoiser à la fois les enfants malades et puis les adultes qu'on veut avoir avec soi. Oui, j'ai souvent joué pour les enfants malades et souvent joué aussi au petit théâtre comme Taboretli, au Fauteuil, en Suisse, à Allemagne. Mais j'ai aussi joué aux États-Unis dans les années 80 et comme Beato Cello, et peut-être 50 fois par an j'ai joué. Tout à l'heure, on vous voit imiter le hurlement d'une sirène, la sirène d'une ambulance, les hélicoptères, etc. Pourquoi vous faites ça pour les enfants, là ? C'est le violoncelle qui raconte l'histoire pour les enfants. Et ce sont des histoires et l'enfant peut bien suivre si le violoncelle raconte ça. Et c'était une façon de raconter ou de donner des messages, des histoires. Et souvent, on a eu aussi quelques succès en jouant pour les enfants malades, surtout avec les enfants à long terme malades, des maladies chroniques. Le rire ou le sourire, ça aide à guérir ou en tout cas à se porter un peu mieux. Oui. Alors, on a deux invités aujourd'hui parce que Dr Richner, qui va quitter la Suisse et qui va s'installer en tout cas pour quelques années au Cambodge et y réaliser ce qu'il fait. Et puis, Alex, vous nous présentez notre autre invité. Oui, écoutez, il a fait le chemin inverse. Il a fait le chemin inverse à peu près aux mêmes périodes. Monsieur Lowe, il est maintenant à Genève, il est en Suisse. Il est même suisse tout en restant cambodgien, mais plutôt que de vous le présenter comme ça, je crois que le mieux c'est de vous le présenter dans son travail. Il travaille au CICR à Genève. Je m'appelle Chambrong Lo, je suis cambodgien. Je suis arrivé en Suisse en 1980 et 3 mois après avoir vécu dans le centre d'accueil, j'ai trouvé un job ici au CICR. Après la prise du pouvoir par les Khmers rouges, Pol Pot a décidé de vider toutes les villes et déporter toute la population dans la campagne. Ma famille était déportée dans le nord-ouest du pays et nous étions tous obligés à travailler la terre. Imaginez-vous, avec 100% de population qui travaillait la terre et on était affamés. Ça me fait penser à cette époque aux Biafra, les enfants biafrais. Et les enfants cambodgiens à l'époque de Pol Pot étaient exactement dans cet état-là. Après 2 ans de déportation, j'ai perdu 9 membres de ma famille sur 12. Alors j'ai décidé de quitter mon pays à contre-cœur pour l'avenir de mes enfants. J'ai de la chance d'être accueilli par une famille suisse, typiquement genevoise. Pendant les quelques premières années, j'ai des cauchemars presque toutes les nuits. Et je me réveille en sursaut, très souvent. Pour que j'oublie le maximum mon passé, ils ont dit que, oui, il faut que tu trouves tout de suite un travail pour oublier le passé. Mais donc il faut oublier pour pouvoir continuer à vivre, puis en même temps il faut se souvenir, non ? Bien sûr, parce que le passé pourrait nous servir, n'est-ce pas, de leçon pour le futur. Comme on dit, tant que nous sommes capables de regarder loin derrière nous, nous serons capables aussi de voir loin devant nous. Et ça me donne aussi un espoir. Même dans le régime de Pol Pot, j'ai toujours nourri un espoir que ce régime ne pourrait pas durer longtemps. Et je dois survivre pour voir, n'est-ce pas, le débarque de ce régime-là. Et bien sûr, j'ai eu raison et j'ai assisté au débarque des Khmers rouges. Alors, Monsieur Lo, dites-nous, quelle est l'importance de la communauté cambodgienne en Suisse? Vous savez à peu près l'ordre de grandeur? Bon, en Suisse, il y a environ 1800. La plupart sont en Suisse alémanique.
Vous n'avez jamais rencontré le docteur Richner? Non, personnellement non, mais j'ai quand même œuvré avec l'association des Cambodgiens en Suisse pour organiser des fêtes, pour collecter le fonds, pour aider justement le docteur Richner. Quel regard portez-vous sur l'action qu'il a, sur ce qu'il fait dans votre pays? Je n'ai que de l'admiration, parce que j'ai quand même vécu sans régime, et puis j'ai aussi visité des hôpitaux, ce qu'on appelait les hôpitaux publics, et puis j'ai vu le dénuement total, n'est-ce pas, de ces hôpitaux, et les patients sont même installés dans les couloirs, même aux alentours, n'est-ce pas, des bâtiments, et puis lui, il a quand même le courage, surtout en étranger. Pour moi, je l'admire parce que il souffre, n'est-ce pas, le douleur des enfants cambodgiens plus que les Cambodgiens eux-mêmes au Cambodge. C'est ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de très important. Et je voudrais aussi faire appel aussi à nos dirigeants, justement, de penser aussi à ce qu'il a fait, et ça pourrait être aussi un exemple, n'est-ce pas, à nos dirigeants. Parce que vous, au fond, vous êtes un peu inquiet. Vous vous dites, le docteur Richner, il a construit ses hôpitaux, il est installé au Cambodge, mais les situations sont fluctuantes. Est-ce que demain, il aura les mêmes appuis? Est-ce qu'on ne va pas peut-être un jour nationaliser ces hôpitaux ou le mettre à la porte? Vous savez que on reconnaît l'artisan par son œuvre. Donc, il a fait preuve depuis 7 ans qu'il a commencé à retaper le premier hôpital qui était dédié à la fille du roi, qui s'appelle Kodbopa. Et puis, le roi avait encore offert un terrain, il a construit tout neuf un autre hôpital, et il est en train de construire un 3e à Siem Reap encore. Alors, Alex, soyons concrets, hein. Si vous nous emmeniez visiter l'un de ces hôpitaux pour qu'on voit le travail qui s'y fait. Oui, ce que je vous propose, on verra ensuite justement ce 3e hôpital de Siem Reap qui est en cours de construction, qui devrait bientôt s'ouvrir, pas loin de chez vous, puis c'est à côté d'Angkor et que vous avez été guide à Angkor. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne à Kantabopa 1, c'est-à-dire cet hôpital que vous avez trouvé délabré après les événements, que vous avez reconstruit, et pour montrer que, sous l'apparence qu'on a peut-être vue l'autre jour, ou l'impression qu'on a peut-être eue d'un certain désordre, il y a en fait une rigueur absolue, à la fois pour les médecins et pour les patients. Donc rendez-vous à la consultation à Kantabopa 1. Phnom Penh, 8h du matin, entrée principale donc de cet hôpital Kantabopa 1. Voici Sarama, elle a 23 ans, son fils Samang, 10 mois dans les bras. Ils arrivent ensemble à la consultation. Sarama n'a pas de rendez-vous, il n'y a jamais de rendez-vous, mais l'organisation est telle que personne n'attend son tour très longtemps, même les jours d'affluence. À l'entrée, on distribue à chacun un numéro, ainsi aucun risque de se faire dépasser par des malades arrivés après vous, sauf en cas d'urgence, bien sûr. Ensuite, le temps d'écouter les conseils familiaux et sanitaires, qui s'égrènent ainsi toute la journée. Ce sera le tour, déjà, de Sarama et de Samang. Et d'abord, la pesée, c'est obligatoire et ça permet, outre les statistiques, de vérifier que le bébé n'a pas perdu de poids depuis la dernière visite, indice d'une éventuelle maladie cachée. Le petit Samand relève d'une mauvaise bronchite. Sa maman ne l'amène aujourd'hui que pour un contrôle. Tout va bien, il faudra simplement quelques médicaments pour consolider la convalescence. La maman et son bébé passent donc sans s'arrêter devant les petites salles dans lesquelles sont examinés des cas plus graves, mais ne nécessitant néanmoins aucune hospitalisation. Puis ce sera le passage à la pharmacie.
Ici aussi, tout est prévu, tout est contrôlé. Pas un médicament ne peut être détourné par les employés. Quant à la maman, elle recevra la quantité exacte nécessaire avec quelques conseils d'utilisation. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Et ces petits soins feront, espérons-le, que la maman et son fils n'auront pas besoin de revenir pour une hospitalisation, encore qu'au Cambodge, ce soit le meilleur endroit pour rester en vie. Alors dites-nous, quelles sont les principales maladies qui menacent les enfants cambodgiens? Le problème numéro 1, c'est la tuberculose. Et puis, à l'instant, on a une épidémie de dengue qui était très grave, surtout en mois de juillet et août. Maintenant, c'est en train d'être diminué. On a beaucoup de fièvre typhoïde, paludisme et beaucoup de cas d'encéphalite japonaise. Beaucoup. C'est aussi une épidémie, on peut dire une endémie. Et certainement, on a aussi tous les cas banals. Et nous avons aussi un département chirurgical. On a chaque jour, on fait chaque mois 250 opérations chirurgicales. On a des accidents, des accidents et des brûlures et tout ça, des problèmes chirurgicaux. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, cet hôpital, vos hôpitaux sont formateurs, c'est-à-dire qu'on y enseigne comment soigner, qu'on forme des infirmières, voire peut-être des médecins? Oui, oui, c'est une chose très, très importante. Et c'est peut-être la première, la deuxième importance, c'est la formation. Et nous sommes arrivés déjà de former une nouvelle génération de jeunes médecins, des jeunes pédiatres pendant ces 6 années et des infirmières. Il faut rappeler, vous le disiez hier, mais peut-être que tous les téléspectateurs n'étaient pas devant leur poste, qu'il y a finalement très peu d'étrangers, d'expatriés, comme on dit, qui sont à vos côtés à l'hôpital. Il y en a combien? Oui, à l'instant, nous avons seulement 4 expatriés et 630 Cambodgiens qui travaillent d'une manière admirable. Et au début, comme on a commencé, on a eu jusqu'à 12 expatriés. Mais maintenant, on peut diminuer. Alex, on voit la suite des projets? On pourrait voir la suite des projets, mais je voudrais d'abord essayer de porter sur Beat ou de faire porter sur lui un regard particulier. Parce qu'en fait, un certain nombre de gens se posent la question, on l'a vu même dans les téléphones hier, la question de la personnalité de Beat Richner. En fait, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qu'il y a derrière à la fois cet humour, cette volonté, quel est le ressort? Alors la question, je l'ai posée à quelqu'un que vous connaissez depuis 7 ans maintenant, qui est sans doute votre plus fidèle soutien, le plus actif aussi. C'est lui qui a terminé la construction du premier hôpital, qui a construit le deuxième, qui est en train de construire le troisième. Il est suisse, il s'appelle... Laurent Gross. Laurent Gross, vous voulez quand même voir si vous voulez savoir si vous l'auriez reconnu. Oui. C'est Laurent Gross et il va parler de vous, écoutez. Ah oui? J'ai entendu parler d'un pédiatre qui voulait faire une pédiatrie, un docteur qui voulait faire une pédiatrie au Cambodge, qui éventuellement cherchait quelqu'un qui pourrait lui donner un coup de main en ce qui concerne l'aspect technique. Et puis quelques jours après, on s'est rencontrés à une soirée au Croix-Rouge International. C'était à l'occasion du départ de quelqu'un. Et il a commencé à me parler. Et puis 2 heures après, on s'est donné rendez-vous pour aller voir Il avait déjà juste commencé les travaux de Kantabopa 1. Et donc on s'est donné rendez-vous pour le lendemain. Donc évidemment, j'ai tout de suite, non seulement accepté, mais j'ai tout de suite été passionné par son projet. Ça me paraissait, comme à tout le monde, quand même un pari assez important. C'est ce côté un peu, je dirais, c'est il est très audacieux, il a une inconscience extrêmement rigoureuse. Quand je pense que ça fait presque 7 ans que je travaille avec lui, je ne peux pas y croire. Au niveau de la fatigue nerveuse, ça fait environ 3 siècles et demi. En temps intrinsèque, j'ai l'impression que ce n'était pas il y a 7 ans, non, c'est certain. Vous parlez khmer, donc vous savez ce que disent les Cambodgiens. Que disent-ils de lui? En tous les cas, le docteur Beat Richner, en premier chef, je dirais, est un mystère relativement impénétrable, parce que si on prend en considération tout ce que ce peuple a vécu, ils ont le droit d'être légèrement désabusés, incrédules et un peu méfiants. Après 6 ans, les faits sont là. Donc il y a un mélange d'admiration sans borne et d'incompréhension. Comment un homme peut consacrer toute sa vie, toute son énergie, et plus que il consacre vraiment... on ne sait pas où va la trouver, cette énergie, pour la santé de leurs enfants. Ce qui est un mystère pour les Cambodgiens, ça le reste pour vous ou pas?
Complet, oui, complet. Et je préfère préserver cette part de mystère. Oui, ça, ce sont des raisons qui lui sont propres, qui sont les siennes, qui touchent sa vie privée. Pour moi, je vois un homme qui se consacre entièrement, qui fait quelque chose d'énorme. Et je n'empiéterai jamais sur ça. Je ne m'adonnerai jamais une question indiscrète sur ce qui le motive. Je le respecte. C'est le docteur Beat Richner que j'ai connu ici. C'est lui qui est l'instigateur, la locomotive de ce projet. Je le respecte en tant que tel. Et s'il veut m'en dire plus, il me le dira. S'il ne veut pas, il ne le fera pas. Mais jamais je ne ferai la moindre ingérence ou intrusion dans un domaine qui lui est parfaitement personnel. Et ça peut toucher quelque chose de très personnel éventuellement. Les résultats sont là. On est en train de construire le 3e hôpital grâce à lui. C'est lui. Alors Beat Richner, c'est une belle interview, ça. Je trouve ce qu'il dit de vous est extraordinaire. Et puis, il se pose une question que moi, je dois quand même vous poser aussi. Il se dit, mais cet homme qui, en 6 ans, a fait tant de choses, c'est défoncé, comme on dit en français. Il a vraiment mis toute son énergie. Au fond, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de le faire? Et qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, lorsque vous êtes probablement un peu découragé, vous retrouvez de la force? Oui. Il y a des différentes raisons. Une raison pourquoi j'ai commencé la chose à la fin, c'était un tout petit peu la mauvaise conscience. Comme j'ai dit déjà hier, on a quitté le pays et on était au courant qu'il y a 900 confrères qui sont décédés, qui ont été tués. Rappel pour les téléspectateurs, hier vous nous avez expliqué que vous avez d'abord été délégué du CICR, que vous avez dû partir lorsque les Khmers rouges sont arrivés, oui. Et que pendant cette période, parmi les médecins, 900 devaient disparaître. Oui. Et puis, ça reste la mauvaise conscience. Et puis, comme j'ai raconté par hasard, je me trouve de nouveau au Cambodge comme touriste en 91. Et là, j'ai vu la réalité des hôpitaux et c'est catastrophe. C'est catastrophe. Et puis, on a commencé cette histoire et heureusement, on est arrivé. C'est aussi une surprise pour moi que c'est un tel succès. Mais vous savez, au-delà des questions qui vous sont posées là, il y a un petit souci. Votre collaborateur, il se dit, mais Beat Richner, je le vois agir, travailler. Je le vois aussi se retirer dans sa maison avec son violoncelle. Est-ce qu'il n'est pas trop seul? Comment est-ce que lui, tout seul, retrouve cette énergie-là? Parce que vous vous privez de beaucoup de choses en faisant ça. Vous pourriez être à Zurich, faire du cabaret comme vous aimez faire, avoir un cabinet où vous gagneriez sûrement beaucoup d'argent. Et une Mercedes. Et peut-être une Mercedes, allez savoir, décapotable. Oui, j'ai conduisé un Mercedes pour mettre le violoncelle. Oui, à l'époque. Mais, voyez, je suis pédiatre et médecin, et si vous rencontrez et regardez jour par jour cette misère, ces enfants, ça ne reste pas autre choix de s'occuper de ces enfants et s'occuper de ce problème de la médecine au Cambodge qui est la merde. Et puis, c'est dur là-bas. Et souvent, j'ai nostalgie et c'est très dur. À chaque niveau, il y a des problèmes. Chaque niveau, toujours, il faut lutter jour par jour. Mais c'est plus facile pour moi que pour Laurent Gross. Laurent Gross, c'est génial. Il a fait ses constructions, il fait des constructions. C'est dur de travailler avec les ouvriers. Ça. Pour moi, c'est plus facile comme médecin. Si vous regardez les malades, ça reste aucune question, il faut agir. Oui. Et cette confrontation avec les enfants malades, chaque confrère veut réagir comme moi. Mais par hasard, j'étais seul, single, c'est ma femme. Et les autres ont attaché dans une famille et des enfants et Mercedes. Ouais. J'ai vendu Mercedes, mais j'ai gardé ma femme. Et comme ça, je fais ça. Mais c'est dur et je ne sais pas encore la réponse de l'avenir. Ouais. Et je cherche un chemin maintenant pour consolider les finances pour les prochains 7 années. Et avec ce 3e projet qu'on est en train de faire en Siem Reap, je pense qu'on arrive de consolider un grand projet pour couvrir tous les besoins pédiatriques du pays. Alors, 3e projet.
Oui, ben alors je vous emmène, c'est vous-même qui avez été l'introducteur à ce reportage, je vous emmène à Siem Reap. Siem Reap a été choisi en effet pour sa situation géographique qui permettra aux parents des enfants malades de converger vers ce 3e hôpital en provenance de tout l'ouest du Cambodge. Nous sommes ici au-dessus de l'entrée qui abritera la consultation dans un volume circulaire permettant la fluidité des malades et une vision globale des activités médicales. L'ouverture de Kantabopa 3 est prévue dans moins de 6 mois, ce qui pourrait paraître incroyable si le responsable des travaux n'était pas justement l'homme dont nous parlions un instant, celui qui a achevé le premier hôpital et construit le second, le Suisse Laurent Gross. On a reçu ce terrain officiellement en 9 mars. Nous avons clôturé le terrain début avril. Maintenant nous sommes début septembre, enfin mi-septembre, et bon, il y a déjà quelques réalisations qu'on peut constater. C'est un chantier qui correspond à un besoin énorme, c'est-à-dire dans le domaine de la santé. On a essayé un maximum de profiter de notre expérience évidemment à Kantabopa 1 et 2 pour arriver à un système, une organisation de l'hôpital au niveau fonctionnel qui soit optimale. Nous avons dans notre équipe, nous avons impliqué beaucoup de Cambodgiens, c'est-à-dire des étudiants, ingénieurs, il y a des ouvriers qui viennent, des ouvriers qualifiés parce que nous avons une chance énorme à Siem Reap, il y a une école qui forme des ouvriers, des compagnons forment des ouvriers dans les différents corps de métier. Donc ces gens-là, oui, je crois, commencent petit à petit à réaliser nous ne faisons pas un hôtel, pas du business, nous faisons un hôpital qui est entièrement destiné aux enfants cambodgiens. Et ils ont le sentiment que leurs propres enfants pourront en bénéficier un jour? Eh bien, on ne souhaite à personne que son enfant ait besoin d'aller à l'hôpital, mais ils savent que si un jour leur enfant aura besoin d'aller à l'hôpital, il y aura une structure qui les prendra sérieusement en charge et gratuitement, parce que gratuitement, ce n'est pas seulement une question d'économie d'argent, la plupart des gens n'ont pas d'argent. Donc s'ils ne peuvent pas payer, même une somme dérisoire, ils ne rentrent pas à l'hôpital. Alors qu'ici, tout le monde y a accès. Par contre, j'imagine que dans leur esprit, la notion de gratuite est une notion totalement abstraite. Donc on leur dit ça va être gratuite, je pense qu'ils attendent de voir pour y croire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Siem Reap 3 représente déjà pour les habitants de Siem Reap et de toute la région une chance inespérée de pouvoir travailler dans des conditions dignes et décentes, non seulement sur le chantier mais aussi dans le futur hôpital. Plusieurs fois par jour, en effet, lorsqu'il se déplace à Siem Reap, Laurent Gross est assailli par des gens qui viennent proposer leur curriculum vitae, leur dossier, leurs photos, leurs diplômes, des gens qui veulent travailler avec lui et donc demain à l'hôpital dans 6 mois avec vous. Alors une question, c'est clair que le budget de fonctionnement de vos hôpitaux, ça représente quelque chose comme 10-12 millions de francs. Oui, 12, à partir de l'année prochaine, pour les 3 hôpitaux, 12 millions Suisses francs par an. Cet argent vient d'où? De la Suisse. Ce sont des donations privées spontanées et le gouvernement, la Confédération nous donne 1,5 million par an. Est-ce qu'il n'y a pas une énorme fragilité parce que si un jour vous devez partir ou s'il se passe Dieu sait quoi, que la Suisse renonce ou que ses fonds privés renoncent à verser l'argent, que se passera-t-il pour la médecine cambodgienne? C'est tout à fait mon cauchemar. Mais ce n'est pas un alibi pour beaucoup de monde. On parle toujours, surtout les experts de sustainability, mais c'est un alibi pour ne faire rien. Parce qu'on ne sait pas tous. On ne sait pas qu'est-ce qu'arrive au Cambodge, à Indochine. Et on a des risques. Mais pour les milliers des enfants qu'on a sauvés, vraiment sauvé la vie, pour les milliers des enfants qu'on a vaccinés pour éviter une maladie, ce n'est pas la question qu'est-ce qu'arrive dans 2 ans si c'est encore cet hôpital. Et chaque enfant a une vie. Et ça vaut la peine même seulement pour travailler pendant une journée dans cet hôpital. Alors, mais c'est mon cauchemar et c'est pourquoi je demande aussi le public en Suisse romande d'aider et supporter ce projet. Seulement 3% de l'argent arrive dans l'administration et tout l'autre argent est
utilisé sur place. Et la construction, on peut faire grâce à une donation, une seule donation d'une famille en Suisse qui a donné les 3 millions. On ne touche pas les running cross. J'espère que la Suisse, ça continue cette solidarité qui est vraiment énorme. Vous disiez tout à l'heure qu'avec vos 3 hôpitaux, vous pourriez envisager de soigner pratiquement l'ensemble des enfants malades du Cambodge. C'est raisonnable, ça. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, la Suisse puisse parrainer d'une certaine manière un pays en particulier et se dire, nous, Suisse, gouvernement suisse, association suisse, nous sommes capables d'aider le docteur Richner ou d'entrer dans un projet qui assurerait les soins médicaux pour tous? Oui. J'espère qu'on arrive à une solution. Oui. C'est votre rêve, ça? Oui. On va, parce que c'est dans un sacré endroit où se trouve votre hôpital, hein, Alex. C'est pas n'importe où au Cambodge. C'est pas n'importe où, mais enfin, pour nous, c'est un rêve que j'ai eu la chance de réaliser en étant la semaine dernière à Angkor. Mais pour vous, M. Lo, ça a en fait été votre vie de travail avant les événements. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle vie en Suisse. On va vous retrouver dans cette nouvelle vie, mais elle n'est pas totalement dégagée du souvenir d'Angkor. J'ai refondé une nouvelle famille avec ma femme actuelle, donc j'ai essayé tout le temps d'oublier. Là, temps passé composé. Tu vas pas faire ton passé composé? Oui, passé composé, comme tu fais normalement. Voilà, je vais te montrer. Ça, c'est encore des 10 siècles d'art khmer. Ça, ce sont les artistes khmer du 10e siècle. On connaît? Non, malheureusement, nos artistes n'ont pas laissé de nom. Ça, c'est Angkor Wat. Ça, c'est un des plus grands temples. Ah, je connais. Hein, tu connais parce que tu les vois partout, hein, même sur les drapeaux. Hein. Là sont les bas-reliefs Quand il fait du la montagne? Bajon. Non, parce que ça, c'est la pêche. Tu vois, tu vois le filet, le carrelet, le bateau, le marché, le combat de coq. Les poissons, c'est parce que c'est dans l'eau. Voilà, c'est la statue que je t'ai montrée tout à l'heure dans le journal, ok? Tu vois, c'est déhanché, c'est très belle, avec la jupe qui plaque vraiment, n'est-ce pas, au corps. Pourquoi ils ont cassé la tête? Ça aussi, la tête a été Volée, volée. et la main aussi. Si la situation du pays me permettrait, j'ai bien sûr envie de retourner au Cambodge. Je ne voulais pas finir mes jours en Suisse, je vous dis honnêtement. Bien que je suis naturalisé, mais je suis toujours très attaché à mon pays. C'est la terre qui m'a donné la vie. Qu'on veuille pas, on pense toujours, n'est-ce pas, à son pays. Parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qu'on a laissés derrière. Tant que nous respirons, espérons, comme on dit, hein, moi, je suis toujours optimiste. Vous réjouissez du jour où vous pourriez, si ça n'est pas le cas, emmener vos enfants et leur montrer vraiment ce que vous leur montrez par l'image, là? C'est vraiment mon rêve. Ouais. Et j'espère que ce rêve sera réalisé bientôt. Ouais. De pouvoir les promener sur une terre, je dirais même, pour moi, c'est vraiment une terre que je suis fixé presque la moitié de ma vie et qui m'a donné beaucoup de souvenirs. Et qui vous manque beaucoup aujourd'hui? Oui, qui me manque énormément. Allez, Alex, emmenez-le donc encore. Oui, on va renverser les rôles. Vous étiez guide à Angkor avant les événements et aujourd'hui, c'est moi qui vous emmène à Angkor. Merci. Je vais jouer à Angkor. Il peut aussi laisser ça. Tout a commencé voilà 11 siècles. Le roi lépreux, Yasovarman, installa sa capitale ici même. Le lieu était encore désert, il allait devenir la demeure, ou en tout cas le reflet, de la vie des dieux sur la terre. Un premier temple, puis d'autres, vont se succéder en même temps que se succèdent les rois. Arsavarman, Isanakarman, Rajendravarman, Suryavarman.
Bien plus tard, au XVe siècle, les Thaïs occupent l'ouest du Cambodge, les rois Khmers se replient à Phnom Penh, les moines bouddhistes succèdent aux rois d'antan. Cerné de forêt, encore s'isole du monde, ce lieu fabuleux, démesuré, envoûtant, éternel, ne sera révélé au monde qu'au milieu du siècle dernier par le naturaliste français Henri Mouhot. Les Khmers rouges, qui ont pourtant détruit des milliers de temples bouddhistes, n'ont pas touché à Angkor. Pour eux, abstraction faite du bouddhisme, ces monuments constituaient une espèce de retour aux sources du Cambodge. Dans le genre retour aux sources, on aura rarement fait aussi sanguinaire. Mais encore, ce n'est pas qu'un temple, ou même qu'une multitude de temples, c'est aussi un territoire immense, partiellement enserré de murailles, dont nombre de joyaux sont encore sans doute enfouis sous les feuillages de la végétation, la terre. Angkor, c'est enfin le symbole le plus fort de la cohésion d'un peuple. Le drapeau cambodgien reprend la silhouette d'Angkor, et la plus populaire des bières cambodgiennes porte son nom. Aujourd'hui, l'accès à Angkor est à nouveau libre, mais les visiteurs étrangers, du moins ces dernières semaines, ne s'y pressent guère. Les émeutes et les manifestations de Phnom Penh y sont sans doute pour beaucoup. Les Cambodgiens, eux, s'y donnent volontiers rendez-vous, rendez-vous mystique pour certains, historique pour d'autres, rendez-vous d'amoureux pour les couples qui se forment, rendez-vous espiègle des gamins qui mendient sans importuner, leur éternel sourire masquant de soie et de douceur des générations de violence, de maladie, de pauvreté, de terreur et de mort. Encore, dans ce pays qui n'a cessé de subir la guerre, c'est le creuset de la sérénité et le symbole de la paix éternelle. Monsieur Lowe, quand vous avez découvert ces images que vient de tourner Alex, est-ce que ce sont des images qui vous font plutôt plaisir? Vous êtes un peu triste parce que vous trouvez que ce n'est pas suffisamment entretenu? Comment voyez-vous encore? Bon, ça me fait plaisir, mais les séquences sont assez limitées. Parce qu'en fait, dans le groupe d'Angkor, il y a à peu près 300 monuments qui poussent comme des champignons, qui s'étendent sur 600 km². C'est-à-dire, même Paris ne pourrait pas contenir tous ces temples. Et ces temples ont été construits par les rois Khmer, comme il a déjà cité, à partir de la fin du 9e siècle jusqu'à la fin du 14e siècle. Et Angkor Wat, qu'il a montré tout à l'heure, c'est le plus grand temple dédié au dieu Vishnu du monde. Donc il faut se battre pour que cet endroit soit mieux préservé, c'est ça que vous voulez dire? Cet endroit a été déjà décrété par l'UNESCO comme le patrimoine de l'humanité. Est-ce que ça suffit de le décréter patrimoine de l'humanité? Ou est-ce qu'il ne faut pas faire encore d'autres choses? Ça n'est pas suffi, mais la France a quand même financé une partie, tout d'abord pour déminer aux environs des temples et payer aussi les gardiens. Et la France fournit aussi les motos pour que les gardiens puissent aussi, n'est-ce pas, circuler et surveiller justement pour que les pilleurs ne puissent pas, n'est-ce pas, y entrer. Alors on prend un petit pari. Si vous y retournez, on envoie Alex vous accompagner, d'accord? Tout à fait d'accord. On imagine dans combien de temps? Et vous me demandez pas mon avis? Non, bon, je suis sûr qu'il va. J'ai vraiment pas besoin. Moi, le plus tôt serait le mieux. Le plus tôt sera le mieux. J'aimerais pas qu'on se quitte sans qu'on dise d'abord aux téléspectateurs que ce soir, il y a un concert à 19h du docteur Richner. Vous nous rappelez où? C'est à Hôtel Beau Rivage. C'est à l'Hôtel Beau Rivage à Genève, c'est gratuit. Gratuit, oui. On peut s'y rendre, il ne faut pas avoir peur des ors de l'hôtel, parce que quand on y entre, on y sera bien accueilli. Il ne faut pas faire réservation. On peut arriver 7h. D'accord. Et ça dure 55 minutes.
C'est une menace. Il faut tout de même préciser, c'est l'entrée qui est gratuite. Hein. La sortie... Alors après, si on veut... évidemment- Volontaire, mais on veut aussi distribuer des bulletins. D'accord, comme ça les gens peuvent s'engager. Oui. Je vous propose, on aimerait vous retrouver dans une chanson. Vous avez consacré une chanson aux fonctionnaires. Oui, C'est pas vraiment les gens que vous préférez, c'est ça que vous voulez dire? oui. C'est une chanson des fonctionnaires. C'est, vous voyez, on fait aussi la lutte contre la politique, comme on fait la médecine au tiers-monde. C'est pauvre médecine pour pauvres gens, pauvres pays. Et on pourrait chanter une chanson de cette politique, et c'est pourquoi j'ai fait une chanson. On vous écoute. Oui. Vous allez rejoindre notre coin pour vous entendre. Le temps que le docteur Richner s'installe. Il y a des enfants qui meurent, leur mère qui pleure, les fonctionnaires qui traînent, les bureaucrates qui traînent, dans train, tu les vis. Les enfants qui meurent, leur mère qui pleure, les fonctionnaires qui traînent, les bureaucrates qui traînent, dans train, tu les vis. Au Cambodge, on utilise des médicaments qui ne coûtent pas cher. Des médicaments qui ne vaut rien. Des médicaments qui sont dangereux. On ne peut pas se permettre d'utiliser des médicaments qui coûtent cher. Des médicaments Rolls-Royce, c'est dit par un représentant de l'OMS à Genève, qui est responsable des médicaments. C'est pourquoi il y a des enfants qui meurent, leur mère qui pleure, des fonctionnaires qui traînent, les bureaucrates qui traînent, dans train, tu les vis. En construisant des hôpitaux modernes, on crée des besoins qui n'existaient pas avant. C'est dit par un expert international de la santé à Genève. Il faut attendre de créer ces besoins jusqu'au moment où le Cambodge, le pauvre État que le Cambodge, peut payer ça lui-même. C'est pourquoi il y a des enfants qui meurent, leur mère qui pleure, les fonctionnaires qui traînent, les bureaucrates qui traînent, dans train, tu les vis. Il y a des enfants qui meurent, leur mère qui pleure, les fonctionnaires qui traînent, les bureaucrates qui traînent, dans train, tu les vis. Merci, docteur Richner. Alors, on peut préciser qu'à propos de l'OMS, à propos de la façon de concevoir la médecine, on aura l'occasion de revenir sur ces questions avec lui et avec un représentant très probablement de cette organisation vendredi. Ce que l'on va vous dire aussi, c'est que demain, le docteur Richner, lui, a d'autres activités, mais nous allons nous pencher sur un problème que personne d'autre, que cette la jeune femme que vous allez entendre, ne peut l'exprimer. Regardez, écoutez et à demain. Moi, ce que je veux, c'est arrêter pour les jeunes filles, des filles mineures, vendues, massacrées, mineures, moins de 18 ans, qu'elles ne veulent pas prostituer. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Pour des filles, elles ont 20 ans, si elles veulent prostituer, ça c'est leur problème. Moi, je me bats maintenant, c'est pour des enfants. Et je vais
je vais me battre jusqu'à j'arrive. D'où est venue cette volonté de combat chez vous, personnellement? Mais d'où est venue, j'étais vendue. Et quand j'étais dans le bordel, j'étais violée, j'étais massacrée comme les autres filles et j'étais aussi mineure. J'avais 14 ans. Donc, quand on est 14 ans, on est des enfants, on ne sait pas, on ne pense pas. Et quand les gens qui nous violent, on ne sait même pas, on sait qu'on a mal, mais on ne pense à rien. Et on a mal et on dit pourquoi c'est comme ça. Donc ce que j'ai essayé maintenant, je me bats pour les filles qui sont mineures. Voilà, ça sera le rendez-vous de demain. Ça sera d'aborder d'autres sujets de préoccupation pour le Cambodge. Merci de votre attention. Merci à vous.